et elles se sabordent lorsque les Allemands occupent le Vous auriez- reste de la France. Vous auriez Mais préféré quel qu'on laisse les désastre! Allemands la prendre? Mais pas du tout. Ce que je vous dis, c'est que De Gaulle voulait continuer la guerre. Ça voulait dire quoi? Que cette flotte, aussi bien celle de Merselkébir que celle d'Alexandrie, que celle d'Angleterre et que celle de Toulon, eh bien, elles sont en Méditerranée, aux côtés de nos alliés, la flotte anglaise, pour empêcher, les Allemands, mais aussi les Italiens. Or, les Italiens étaient déjà très mal partis en Libye. Je peux vous assurer que s'ils avaient eu d'un côté les Anglais de l'Égypte et de l'autre côté les Français venant de Tunisie, ils n'auraient pas fait long feu. Hein. Alors, le problème de l'Afrique du Nord aurait été réglé très rapidement. Et peut-être que la guerre aurait été beaucoup plus rapidement terminée parce que précisément, tout le sud de l'Europe aurait déjà été très exposé à une offensive. De deux choses l'une. Il y a une question quand même auquel les gaullistes ne répondent jamais, c'est qu'en somme, vous nous dites, un Gauleiter aurait mieux valu. Non, je ne dis pas ça. Ah bah écoutez, s'il n'y a pas Pétain, Non, c'est le Gauleiter. Non, je dis la guerre était préférable. Attendez. Je ne dis pas qu'un Gauleiter a valu. Non, attendez. Si le gouvernement... Si vous voulez me faire dire que les Français auraient pu souffrir, c'est possible. Non, c'est pas possible, c'est évident. Oui. C'est évident. Oui, je veux dire, c'est... Oui. Ne serait-ce que par exemple sur la fameuse question juive Mais qui est si douloureuse. Mais la France aurait été sauvée. Donc, on m'a posé la question, est-ce que la France a été sauvée? C'est ça le problème. J'ai pas de savoir si les elle a été Français sauvée en ont 40. souffert Hein. ou pas. Vous savez, les Anglais, lorsqu'ils ont été bombardés, ils ont beaucoup souffert. De Attendez. Gaulle a cette phrase qui est extraordinaire. Il dit, quand je regarde les Anglais, j'ai l'impression que chaque Anglais se dit que le salut du royaume dépend de lui. Et il a cette phrase, il est admiratif de ça. Quoi. Il se dit, bon, lorsque des gens se disent, j'accepte de souffrir parce que le salut de mon pays est au bout. Les Français n'ont pas eu ce comportement parce que précisément... on leur a peut-être pas inculqué l'haine de soi aux Anglais aussi. Mais attendez, Pétain, dans ses discours, leur a appris à se battre la coupe. Non, c'est si beaucoup nous avons été battus, c'est notre faute. Nous payons les conséquences du choix que nous avons fait, ce choix de la jouissance et non pas du sacrifice. Mais pas les 95 000 morts de la... Écoutez, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire une chose. Les Français étaient parfaitement capables de se battre et ils l'ont prouvé. Simplement, lorsque... Vous savez, par exemple... Est-ce qu'ils étaient capables de voter intelligemment aussi? Vous me parlez du 1,5 million de prisonniers. En grande partie, ces prisonniers ont été faits dans les derniers jours de la guerre. Parce que précisément, les gens se sont dit, voilà, Pétain appelle à l'armistice. Il n'y avait aucune raison de demander l'armistice. Il n'y a pas une grande l'armistice. défaite au départ, en juin 40 L'armée était sur les routes, mais les civils, etc. Les Russes sont allés à Stalingrad, ils ont eu leur pays dévasté, ils ont fini par gagner la guerre. Hein. Oui, 25 millions de morts quand même. Hein. Mais ils ont gagné la guerre. Donc vous pensez qu'il vaut mieux qu'il y ait 25 millions de Français qui disparaissent sur 40 millions parce que c'est par rapport à la population. Ouais, enfin quand même, ça fait mal. D'abord, les Allemands n'avaient absolument pas l'intention de traiter la France comme ça. Absolument pas. Il y a un problème racial qui se posait. Les Français ne sont pas des Slaves, etc. Je ne vais pas développer ça, mais dans la logique de Hitler, la France, c'est pas la Russie. Sauf que dans Mein Kampf, il dit qu'il faut exterminer la France. Hein. Non, il n'a jamais dit d'exterminer la France. Simplement, il considérait que la France était un pays... Non, il considérait que la France était un pays qui n'existait plus beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, deuxième erreur fondamentale de Pétain, jamais les Allemands ne se sont intéressés à la collaboration. Ils voulaient simplement nous piquer tout ce qu'ils pouvaient tirer de nous, c'est-à-dire l'industrie, l'agriculture, les auxiliaires de police, etc. On leur faisait faire des économies. Et vous savez combien ça nous coûtait par jour? 400 millions de francs tous les jours à verser aux Allemands pour payer leur occupation. Pas du tout, ça a été augmenté. Par M. Yves Boutillier. Excusez-moi, ça a été... Non, mais je peux être extrêmement précis là-dessus. Moi aussi. Hein. Je peux être extrêmement précis là-dessus. C'était 400 millions. Et ça a été baissé à 300 millions. Attendez. En échange de la possibilité pour les Allemands d'utiliser nos aérodromes de Syrie, à Alep, pour aller bombarder l'Irak, c'est-à-dire pour attaquer nos alliés, c'est-à-dire les Anglais, hein, pour aller poignarder les Anglais dans le dos. Hein. En Irak, c'est vrai que c'était un front très important, l'Irak. C'était complètement annexe. C'est pas du tout annexe, c'est le pétrole. Ceci dit, je le valide pas. Mais c'est pas du tout annexe, c'est le pétrole. Qu'est-ce que vous racontez? C'est le pétrole, l'Irak, à l'époque. Non, mais rien, c'était essentiel pour les Anglais. Mais attendez. Là, on n'est plus d'accord du tout, là, parce que ce qui s'est passé en Syrie, c'est-à-dire le fait que les troupes françaises de Pétain ont tiré sur les troupes de Gaulle. Qui les envahissaient, oui. Qui libéraient le territoire. Et sur les Anglais. Qui libéraient le territoire de la France. De la présence des traîtres. De la France. De la présence des traîtres. Et donc, on leur a tiré dessus. Mais vous vous rendez compte que si les Anglo-Français
Les anglo-gaullistes. Les anglo-français. Les anglo-gaullistes. Les anglo-français. Oui, les anglo-français, les troupes anglaises et françaises. D'accord. Oui, c'est pas logique, oui. N'avaient pas gagné. Pourquoi c'est un oxymore? Attendez, n'avaient pas gagné, d'accord. La Syrie. Mais aurait été française, la Syrie. Non, attendez. Non. L'Empire français restait inviolé. Je répète ce que je vous dis. Les Français ont autorisé les Allemands à utiliser les aérodromes de la Syrie. Si jamais ils avaient résisté aux Anglais et aux gaullistes, bien évidemment, ils auraient été plus loin. C'est-à-dire qu'ils auraient accepté que les Allemands utilisent la Syrie. Ce qui veut dire qu'évidemment... ça, c'est une spéculation. Mais attendez, puisque ça a été du marchandage sans arrêt. Si on vous aide, qu'est-ce que vous nous donnez? Les Français seraient allés beaucoup plus loin. J'aimerais qu'on pose une question. Mais attendez, la Syrie, ça veut dire quoi pour les Anglais? C'est ça qu'il faut réfléchir. La Syrie, ça veut dire quoi? Vous avez la Syrie d'un côté, la Libye de l'autre. Ça veut dire on perd l'Égypte et le canal de Suez. C'est-à-dire on est foutu. De Gaulle a proposé à Churchill l'attaque de la Syrie dès, je crois, quelque chose comme octobre-novembre 40. Mais il a eu raison. Ça n'intéressait pas Churchill à cette époque-là. Parce qu'il n'avait pas les moyens. Il avait les moyens. Pourquoi Churchill décide d'y aller en 41? Parce que l'Irak est menacé. Parce qu'il y a la Crète qui est prise. C'est le parachute. Parce qu'il y a un coup d'État en Irak. Bien entendu. Mais attendez, ce qui a fait stresser Churchill... Vous avez un régime pro-allemand qui s'installe en Irak. Ce qui a fait stresser Churchill, c'est la perte de cette zone de la Méditerranée. Bien sûr. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on revienne à un point qui est quand même fondamental. C'est les 400 millions, je termine. Donc, 300 millions. 300 millions, 400 millions d'abord, ouais. 300 millions ensuite. Et puis, en 1942, quand il y a l'annexion du Sud... C'est 500 millions. Alors chaque chose en son temps. Oui, mais attendez, c'est 500 millions, ça qu'on va payer encore plus. Ils nous envahissent complètement, on va leur payer plus. Alors, et attendez, comme les Italiens occupent une partie également du territoire, 1 milliard par mois aux Italiens. 1 milliard par mois aux Italiens, 500 millions aux Allemands. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la France a été spoliée, vidée, vampirisée par le régime de Pétain. Et donc ça veut dire que si il n'y avait pas eu le régime de Vichy, les Allemands et les Italiens auraient dit on ne touche à rien. On ne touche à rien, on continue comme avant, on vous laisse tranquille, on ne pillera pas, on ne raflera personne. Les nazis auraient dit, tout ce qu'on a fait partout ailleurs, on ne le fera pas chez vous. C'est pas le problème. Parce que, excusez-moi, mais les Belges et les Hollandais ont souffert beaucoup plus que la France. Ils ont été occupés comme nous, et ils ont été spoliés comme nous avec une différence. Avec une différence fondamentale, c'est qu'ils n'ont pas reçu l'aide systématique de notre administration, de notre police. C'est-à-dire qu'on ne les a pas aidés. Alors ça, pour le coup, c'est pas un bon argument parce que c'est la convention de l'AE, ça. Que les territoires occupés soient... Attendez, la rafle du Veldiv, c'est... Non, pas du tout. Attendez. La police française est aux ordres de la puissance occupante. Elle n'est pas du tout obligée de concourir à des opérations qui sont des opérations Justement, tout à fait contraires aux droits fondamentaux. Parce que là, on part dans tous les sens. Donc moi, la question... je vais essayer de vous poser une question à réponse fermée. C'est pas un piège, sincèrement. Donc, vous êtes en train de nous dire que la France aurait été... Elle a été vidée. Mais ça, c'est pas... Bien évidemment qu'elle a été vidée. Mais selon vous, elle n'aurait pas été vidée. Elle aurait été moins vidée. Elle aurait été moins vidée s'il n'y avait pas eu Pétain. Mais c'est pas le problème. Si c'est capital. Ah bah quand même, c'est essentiel. C'est capital. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que... Vous plaisantez? Excusez-moi, le problème n'est pas du tout là. Vous plaisantez là. Imaginons qu'elle ait été vidée. C'est pas le problème pour nous en 2014. Pour les gens à l'époque, je pense que c'était un petit peu le problème. Si. C'était le problème pour les gens aussi à l'époque. C'est le fait que la France ne devait pas cesser d'être la France. Or, elle a cessé d'être la France. Elle a cessé d'exister. Pour moi, c'est en 1789. Si vous continuez à dérouler le film, mais si vous continuez à dérouler le film, vous avez cette situation extrêmement symbolique de Gaulle se battant pour que, lorsque les Américains arrivent en France, en juin 1944, eh bien la France ne soit pas sous un régime d'occupation militaire. C'était l'AMGOT, c'est-à-dire que les Américains occupaient la France avec une direction américaine. Ils occupent nos cerveaux maintenant, donc ça revient même. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça tombe pas du ciel. Pourquoi est-ce que les Américains étaient capables d'imposer ça? Tout simplement parce que la France n'existait plus. Parce que la France était plus reconnue. Alors pourquoi elle n'existait plus? Mais tout simplement parce qu'elle avait eu un gouvernement collaborateur qui s'était prosterné devant les Allemands, qui avait perdu toute sa souveraineté, qui n'existait plus, qui n'avait plus de flotte, qui n'avait plus d'armée, qui n'avait plus rien. Alors attendez là. Alors De Gaulle arrivait avec sa petite flotte, avec sa petite armée, il disait moi je suis la France, j'existe. Et il a gagné
par son courage, par sa volonté, en imposant aux Allemands, écoutez, imposer aux Allemands que la France existe lorsqu'on va signer la reddition de l'Allemagne, imposer aux Américains que la France existe lorsqu'on leur dit la France il y a une armée qui s'est battue, existe toujours. Il y a une armée qui s'est battue, me semble-t-il, en Tunisie, en Italie, débarquement de Provence. Attendez, ça c'est mais c'est l'armée de la France libre, ça. Attention. Qui l'a créé, l'armée d'Afrique? Elle n'a pas été créée, c'est l'armée qui résulte. Cette armée d'Afrique. Elle tombe d'où, l'armée d'Afrique? Et par définition, elle aurait existé si la France avait continué à se battre en Afrique. Non, ça ne change rien. Ça change rien. C'est qui l'a créé? C'était l'armée qui résultait de l'armistice. Mais après, je veux dire, cette armée-là, avec ou sans armistice, elle aurait existé, parce que c'était l'armée qui justement subsistait après l'armistice. Elle n'était pas armée de cette façon-là, de premièrement. C'est Weygand qui l'a réorganisée. Les Américains, surtout. En collaboration avec Murphy. Mais bien entendu. Oui. Il fallait bien trouver des matériels. Oui. Oui, mais bon. Et les Américains nous auraient équipés aussi. Attendez, j'aimerais terminer. Ouais. La principale épée française pendant cette période, ça a été l'armée d'Afrique. Donc cette armée d'Afrique, elle sort d'où? Les Allemands... Elle sort de l'armée française. Je termine. Les Allemands ne veulent plus de Weygand au gouvernement. Oui. Donc Pétain se dit, qu'est-ce que je fais de Weygand? Et avec Yves Boutillier, il a l'idée de l'envoyer en Afrique du Nord. Et là-bas, Weygand va réorganiser l'armée, il va camoufler du matériel. En secret, En secret, bien entendu. En secret, il va en faire venir d'autres, etc. Il va réorganiser l'armée. Ensuite, donc déjà, petite parenthèse, quand on sait que Pétain a envoyé Weygand pour réorganiser l'armée, on ne peut pas dire que la France a accepté la défaite, qu'elle ne voulait plus combattre, etc. Il voulait surtout se débarrasser de Weygand. Mais pas du tout. Mais non. Mais ça, on lui a imposé. Weygand devait partir. Weygand devait partir, mais il aurait pu le mettre à la retraite, Weygand. Il aurait pu dire, vous êtes un ministre annexe. Là, il lui a dit, vous allez faire une armée en Afrique du Nord. Non, il ne devait pas faire une armée. Mais réorganiser l'armée. Écoutez, lisez les mémoires de Weygand, regardez ce qu'il dit. Alors, soit Weygand est un menteur. Weygand ne va évidemment pas salir sa mémoire. Mais bon, ce qu'il a fait, c'est réorganiser l'armée. Point final. Bon, c'est pas un exploit puisque cette armée existait déjà. Donc, non, rien d'extraordinaire. Mais non. Mais vous savez, l'un des chefs qui a conduit cette armée à la victoire en Italie était également un pétainiste. Je termine. Juin aussi était pétainiste. Je termine, s'il vous plaît. Ces gens-là sont sur l'armée d'Afrique est capitale. Elle est capitale, cette question de l'armée d'Afrique. Cette armée d'Afrique était maréchaliste. Oui. Elle n'en avait rien à foutre de Gaulle. Et d'ailleurs, le maigre du Breuil... C'est pour ça qu'ils ont tiré sur les Américains en 1942. C'est le maigre du Breuil, du Breuil qui organise le débarquement, l'opération Torche, le dit dans son bouquin, dans ses mémoires, il nous l'a dit. Pourquoi, on me dira peut-être, mais pourquoi j'ai pas demandé à De Gaulle? Mais parce que personne ne voulait le voir, De Gaulle, à cette époque-là. Personne ne voulait le voir. Et mémoire d'Eisenhower, sachant qu'on n'a pas besoin d'Eisenhower pour le savoir, mais c'est quand même intéressant d'avoir son point de vue à lui, il nous le dit. Si Darlan n'avait pas dit aux militaires de l'armée d'Afrique de reprendre la guerre contre l'Axe, il ne l'aurait pas fait. Et on a quand même un peu trop tendance à oublier que c'est Darlan qui a relancé l'armée d'Afrique contre l'Axe, que Pétain lui a dit par message, par télégramme secret, qu'on a retrouvé, parce que bien évidemment tous les tartuffes avaient nié son existence, malgré les témoignages de personnalités d'ailleurs qui étaient hautement recommandables. Donc je répète, sur l'armée d'Afrique, Pétain envoie Weygand. Weygand réorganise l'armée. Oui. Il camoufle du territoire. Écoutez, il fallait le faire. Mais Delattre avait fait la même chose pour l'armée d'armistice. Bien entendu. Il y a beaucoup de généraux. Mais Delattre était maréchaliste. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais ça, on est d'accord là-dessus. La plupart. Mais attendez, c'est capital. Mais non, c'est pas capital. Pas du tout. La plupart. Rien n'est capital alors. Si l'armée d'Afrique qui est maréchaliste. Il faut distinguer deux choses. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Non, mais c'est très simple. Je vais vous dire, c'est une simple parenthèse, si vous voulez. La plupart des généraux, beaucoup d'officiers, n'acceptaient évidemment pas la défaite. La plupart des officiers, il y avait d'ailleurs une profonde différence entre l'armée et la marine. La marine avait une certaine anglophobie qu'on comprend, parce que c'était les rivaux, les Anglais. Parce qu'ils se sont fait assassiner 1200 de l'heure. Vous aviez beaucoup... Ça vaccine. Hein. Vous avez beaucoup oui, enfin... Vous avez beaucoup de... Vous savez comment on appelait quelquefois Vichy la société protectrice des amiraux. Tellement il y avait des amiraux dans les couloirs de Vichy. Donc souvent les marins étaient plutôt carrément pétainistes. En revanche, les militaires... Ils n'étaient pas pétainistes ? Les militaires étaient maréchalistes,
C'est-à-dire qu'ils avaient une profonde admiration pour le maréchal, mais ils ne suivaient pas forcément sa politique. Et donc, effectivement, la plupart se préparaient de là de Tassigny. Mais ils avaient l'aval de Pétain quand ils faisaient tout ça. L'ORA avait l'aval de Pétain, mais écoutez, vous pouvez faire autant de ce que vous voulez. Quand vous voyez l'évolution de Freinet, vous voyez très bien que Freinet au début, effectivement, la question Freinet n'a rien à voir. Si, Freinet fait partie aussi des anciens militaires qui ont cet état d'esprit. Mais ils ont cet état d'esprit, c'est de se dire on n'accepte pas la défaite. On n'accepte pas la défaite. Un jour ou l'autre, on va prendre notre revanche. La plupart des militaires ont cet esprit-là. Et donc, ils ont préparé. Mais je vous ai dit tout à l'heure que Pétain se disait plus tard les Américains. Plus tard. L'ennui, c'est que d'année en année, il a décliné et qu'il a fini par vendre jusqu'à sa chemise aux Allemands. C'est son problème. À partir de décembre 1942, il n'a plus de pouvoir. Les autres, attendez, il est toujours là, il pouvait partir, il est toujours là. Il est toujours là, il accepte des choses aussi horribles que la milice et tout ça. C'est sous lui que ça se fait. Je le condamne autant que vous l'avez dit. Tandis que Delade, qu'est-ce qu'il fait? Delade s'en va effectivement en Afrique du Nord. Juin, qui était effectivement maréchaliste, s'en va en Afrique du Nord. Et ces gens-là trouvent effectivement une armée qui a été réorganisée par Pétain. C'est vrai, mais qui existait, qui est équipée par les Américains. Une armée qui n'est pas organisée n'existe pas, excusez-moi. Et qu'on fait tirer. Une armée qui n'est pas organisée n'existe pas, par définition. Réorganisée, ça veut dire qu'on peut l'organiser d'une manière plus ou moins efficace. Et qu'est-ce qui se passe lorsque les Américains débarquent? Eh bien, les responsables français, Noguès en particulier, ordonne qu'on tire sur les Américains. C'est-à-dire on utilise cette armée réorganisée pour lutter contre nos alliés, ce qui est quand même affolant, c'est une trahison manifeste. La doctrine de Weygand, c'était si vous arrivez avec 20 divisions, je ne sais plus le chiffre, on vous tire dessus, si vous arrivez à 200, on vous accueille. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Non, c'est le contraire. Non, c'est que si vous arrivez si vous arrivez à 2 divisions, on vous tire dessus. Non. Si, vous arrivez à 20 divisions, on vous accueille. En fait, quand il n'y a pas beaucoup de divisions, on vous tire dessus parce que si on vous ouvre les bras, les Allemands nous dérouillent derrière. Voilà, c'est ça. Mais si on a beaucoup, on vous accueille pour mettre une dérouillée aux Allemands. On est d'accord. C'est quand même un petit peu plus compliqué. Mais attendez, mais là-dessus, vous avez complètement raison. Je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas mettre le mot collaboration au singulier. Non, ça, je suis d'accord avec vous. Toute cette époque-là est d'une confusion qu'on n'imagine pas. Avec des tas de pensées, d'arrière-pensées, de calculs personnels, de vision des choses complètement personnelles. Chacun sa petite idée. Et vous en avez un qui a une seule idée, qui est la seule bonne, c'est De Gaulle. C'est le seul qui voit clair d'un bout à l'autre. Attends, j'aimerais terminer. C'est le seul qui dit la France doit continuer à se battre, elle doit continuer à exister, et elle va gagner, et elle a gagné. Voilà, c'est tout. Tous les autres se sont plantés. Juste un mot sur l'armée d'Afrique. La Convention d'armistice nous interdisait d'avoir une aviation. Or, l'armée d'Afrique a bénéficié de plusieurs centaines d'avions. Qui se sont rapatriés en... Pourquoi? Enfin, qui sont plutôt... Non, ils ont combattu avec l'armée d'Afrique. Oui, mais ils sont allés au Maroc, ils sont allés se réfugier au Maroc, ils sont restés au Maroc. Mais pourquoi? Non, mais ils se sont battus les avions. Oui, bien sûr. Donc pourquoi, alors que la Convention d'armistice prévoyait qu'on n'ait pas d'aviation, l'armée d'Afrique en avait? Parce que le général Bergeret, ministre de l'Air, a, avec l'aval de Pétain, avec les fonds secrets de Pétain, a reconstitué une armée qui allait se battre en Afrique. Est-ce que ça, c'est accepter la défaite et comment vous dire, est-ce que c'est se satisfaire du statu quo? Bien sûr que non. Il y avait une volonté chez Pétain de forger une épée française. Et ça, quand on a la vision de la doxa que vous avez exposée là, que moi j'ai eu pendant longtemps, on ne pouvait pas l'entendre, mais quand on regarde les faits, on constate que Pétain a forgé la plus grande épée française qui a fait du mal à l'Allemagne à ce moment-là. Mais n'attendez pas la plus grande. L'armée française, même reconstituée... C'est un fait ou pas, ça, cette affaire? Non mais attendez, parce que c'est ça. Vous pensez que c'est les 15 000 soldats de Leclerc comparé aux 200 000 de l'armée d'Afrique? Excusez-moi, c'est vite pesé. Je vous redis ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que... Les avions de Bergeret, qui les aurait fait? Au point de départ, c'est complètement illusionné sur la réalité. Ce qui ne l'empêchait pas d'avoir une vision qui n'était pas forcément fausse de l'avenir, à savoir peut-être qu'un jour on redeviendra important avec le soutien des Américains. Mais il n'a pas compris une chose fondamentale, c'est qu'il était à la tête d'un État croupion, qui pour les Allemands... Bien sûr que si, qu'il en avait pas du tout, conscience. Pas du tout. Il était complètement illusionné par ces 7 étoiles de maréchal, il pensait qu'il comptait beaucoup. Et vous le prenez pour un crétin, alors que les Allemands... Mais oui, il était très vaniteux, c'est son problème, c'était son grand défaut. De Gaulle n'était pas vaniteux, lui. Je ne parle pas de Gaulle, je parle de Pétain. Et donc, il a été... vous savez, Laval lui a dit à un moment donné, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, vous savez, monsieur le maréchal, avec les pleins pouvoirs qu'on vous a donnés,
Depuis Louis XIV, personne n'a eu autant de pouvoir en France. C'est vrai qu'il a eu ça. Et il a accepté cette phrase-là parce que ça lui allait bien, alors qu'il ne se rendait pas compte que Louis XIV était à Versailles, à la tête du pays, alors que lui était dans un hôtel, dans une ville de tourisme où on prend les eaux. Voilà. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que Laval a tellement bien compris à quel point ça marchait, la vanité, qu'à un moment donné, il lui a agité le grelot de le transporter à Versailles, précisément. L'une des idées de Laval, c'était d'installer le gouvernement français, de le réinstaller en zone occupée, et notamment à Versailles. Alors ça, à Versailles. Et il a essayé de faire passer ça à un moment crucial. Et là justement, Pétain a compris et il s'est retiré. On a essayé de lui faire passer ça au moment de ce tour de passe-passe de Hitler, lorsqu'il a fait revenir les cendres de l'Aiglon en France. On a eu l'idée de proposer au maréchal Pétain de venir accueillir les cendres de l'Aiglon, ce qui pour un Français n'a aucune espèce d'importance. Rien du tout. C'est un type qui n'a jamais joué le moindre rôle dans notre histoire. Et donc, il devait aller accueillir les cendres et revenir à Paris. Et dans le fond, on disait, voilà, monsieur le maréchal, vous êtes vraiment la continuité de la grandeur française, quoi. Alors que manifestement, il n'était rien de tout ça. Il était en train de gâcher l'image du plus grand chef de guerre de la guerre 14 à la tête d'un État croupion. Donc il aurait mieux valu un Gauleiter. Qui l'obligeait systématiquement à se prosterner devant les Allemands et à voir son pouvoir se rapetisser jusqu'au moment où les Allemands vont dire « Allez, tu montes dans la bagnole, on t'amène chez nous ». Mais est-ce qu'on peut dire que Pétain, il a eu une forme de... Allez, c'est presque christique un peu, c'est une espèce de sacrifice pour les Français. Tout à fait, ça il le dit, oui, tout à fait. Bien sûr. Parce que finalement, s'il prend pas ce gouvernement qui est en pleine, on va dire que quand il reprend la France, c'est quand même, elle n'est pas au mieux, quoi. Elle est vraiment au plus bas. Mais elle n'a pas perdu la guerre, précisément. Or, lui, il a fait... Est-ce qu'elle n'a pas perdu? Alors, quand Pétain prend, elle n'a pas vraiment perdu, on peut pas dire ça? Non, la bataille continentale est perdue. Vous savez, De Gaulle lui-même l'a dit dans ses mémoires. De Gaulle lui-même l'a dit dans ses mémoires. Attendez, je ne vais pas vous reciter la fameuse phrase la France a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. On a perdu la bataille de France, mais on n'a pas perdu la guerre, parce que, comme le dit très bien De Gaulle, la guerre est mondiale. Mais Pétain le pensait aussi. Il n'a pas signé de traité de paix avec les Allemands. C'est qu'il voyait bien que la guerre n'était pas finie. Pétain était incapable d'avoir une vision cohérente, une vision large, une vision également précise. Il a une vision parfaitement cohérente, sauf que vous ne voulez pas la voir. Mais où est-elle cette vision cohérente? Je veux peut-être entretenir de bons rapports avec les Américains, mais en même temps, je rencontrais Hitler à Montoire, je lui serre la main. Mais écoutez, et je dis que... Mais c'est cohérent. Non. Sauf quand on n'a pas envie de voir la réalité, on ne la voit pas, et vous ne voulez pas la voir ce soir. Il y a un mois noir. Il y a un mois noir. C'est le mois d'octobre 40. Tout ce que vous dites, je pourrais accorder un peu de crédit s'il n'y avait pas le mois d'octobre 40. Mais le mois d'octobre 40... Ça s'appelle Tilsit, hein. Le mois d'octobre 40, c'est j'accepte de serrer la main de Hitler. J'accepte de... Mais vous croyez que ça l'a amusé de le faire? De reconnaître... Est-ce que vous croyez que ça l'a amusé de le faire? Il a accepté, il n'aurait jamais dû l'accepter. Jamais n'aurait dû l'accepter. Et il a donc ensuite prononcé son fameux discours. Oui, tout à fait. Il emploie le mot de collaboration. C'est lui qui emploie le mot. Les Allemands ne mais c'est pour essayer de ruser les Allemands qu'il le fait. Les Allemands ne demandaient pas collaboration. C'est lui qui a employé le mot de collaboration. Oui. Parce qu'il pensait... Pour desserrer l'étau économique. Évidemment, dans sa tête, il pensait... Mais ça ne veut pas rien dire. Attendez, dans sa tête, il pensait que la France comptait encore, qu'elle existait encore. Parce que c'était lui, la France. Donc, il pensait que la France existait encore. Et donc, on pouvait négocier avec les Allemands. Les Allemands n'avaient absolument pas envie de négocier. Donc, la France était chaque morte. fois quelque chose leur déplaisait, hop, ils sanctionnaient. Par exemple, lorsqu'ils voulaient virer un ministre... Ils bloquaient la ligne de démarcation. Ils embêtaient les Français, quoi. Même les ministres ne pouvaient plus se rendre à Paris. À ça que les nazis. Alors on disait voilà, vous virez ce ministre ou bien on continue, vous embêtez. Oui, finalement, la France a été ingérable aussi. La France de Vichy était ingérable parce que c'était un État croupion. La France de Londres, elle, continuait la guerre et donc existait. Et ce qui était mais c'était qui cette France de Londres? La France de Lambator. Mais ce qui était extraordinaire. Mais non, mais ce qui était extraordinaire. Non, mais la France de Londres. Mais non, mais la France de Londres. Bien sûr, la France de Londres. Financée par les avances du Trésor britannique. Mais peu importe. Ah oui. Mais peu importe. C'était une dizaine, la France était plus indépendante. Oui, bien sûr. Au début. Mais attendez, au début, lorsque le premier 14 juillet, je pense que De Gaulle fait défiler les rares personnes qui l'ont rejoint. Ils sont 3000. Et je vous dis, les gens qui 3000 vous êtes gentil là. Hein 2000 ou 3000. Ils sont quelques centaines. Hein. Non, j'ai les chiffres peut-être. Le 14 juillet 40. Je pense que c'est 2000, je crois.
Mais c'est rien 2000. Hein. À vérifier. Mais attendez, 2000, à vérifier. Mais 2000, c'est rien. Je suis même pas sûr qu'il y avait 2000 Français avec, comment il s'appelle, Leclerc. Excusez-moi, 2000, c'est presque rien par rapport à tout ça. À l'armée d'Afrique, je suis d'accord avec vous, c'est pas grand-chose. Rien qu'en provenance de Dunkerque, je pense qu'il y avait 120 000 Français qui étaient revenus de Dunkerque. Il y avait ceux qui étaient revenus de Narvik également. Qui tous spontanément sont revenus en France. Ils sont tous revenus en France, bien sûr. Donc, oui, mais tout à l'heure, vous nous disiez que la France aurait continué la guerre. Il faut savoir. Mais, avec un gouvernement, vous nous disiez, avec un gouvernement en Afrique du Nord, la France aurait continué la guerre. Évidemment, si le chef de la France avait dit on continue la guerre, ils auraient continué la guerre. Est-ce que la France a les moyens de continuer la guerre, vraiment? Bien sûr. Il y aurait une guérilla. Vous pensez qu'il y aurait une guérilla massive dans toute la France? Vous le pensez vraiment, ça? Je m'excuse. Parce qu'on avait perdu le territoire, non? Attendez, il y a des éléments qui vous manquent là. Ces éléments sont trois. Le premier élément, c'était que les Anglais avaient proposé une fusion de l'Angleterre et de la France. Oui. Que Paul Reynaud avait accepté et qui a été refusé ensuite. C'est-à-dire que les Anglais acceptaient, pas du tout. Les Anglais, vous voulez le passeport britannique les Anglais, mais ça n'aurait duré que le temps de la guerre. J'en suis pas convaincu. Les Anglais ont le rapport de force, l'Angleterre est une démocratie. Attendez, la grande différence entre celle avec les Anglais et avec les Allemands, c'est que les Anglais sont une démocratie, tandis que les Allemands c'était une épouvantable dictature totalitaire. Ouais. Donc on n'avait rien à faire avec les Allemands, on savait très bien que on n'avait rien à faire avec les Allemands. Et avec les Anglais aussi d'ailleurs. Mais si avec les Anglais un traité avec un pays comme l'Angleterre, c'est un traité sérieux. Ouais, mais enfin l'Angleterre, c'est un chiffon de papier. Elle nous aurait absorbé, ça aurait pas été. Mais pas du tout, les Anglais n'avaient pas du tout l'intention d'absorber. Ils nous ont même pas pris les colonies. Attendez. Parce qu'il y a eu un accord avec Pétain. Et notamment parce qu'il y a eu un accord, mais écoute, il y a eu des accords Rougier et Halifax. Oui, l'accord Rougier, ok. Et Halifax. Oui, attendez, c'est un accord qui comprenait également la partie qui avait été récupérée par les gaullistes. Halifax Chevalier. C'est-à-dire justement le Gabon. C'est une bonne transition parce que je vois qu'on va faire la première pause. Attends, j'ai pas terminé là. Alors allez-y, je termine mon raisonnement. Si vous voulez, il faut bien comprendre que l'union totale entre l'Angleterre et la France était parfaitement possible sans aucun risque pour la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les armées françaises, les aviations françaises et anglaises, les armées anglaises et françaises, les flottes surtout françaises et anglaises auraient été ensemble et qu'elles pouvaient parfaitement continuer la guerre. Et quand on les a interdit de nous aider pendant la campagne de France, les aviations anglaises. Et troisième élément, lorsque De Gaulle, justement, dans ses deux appels les plus célèbres, celui du 18 et celui du 22... Qui ne sont pas les mêmes, hein? Oui, qui sont parfaitement complémentaires, dit, attendez, ce qu'il faut, c'est que nous réunissions les moyens pour vaincre. Les moyens pour vaincre, c'est des avions, des chars, etc. Ce qu'il faut aussi, c'est que nous ayons un espace où nous battre. L'espace, c'est tout trouvé, c'est l'Empire. L'Empire existe toujours, l'Empire est immense, il n'a pas encore été utilisé. Et il a été préservé par Pétain, l'Empire. Vous avez l'alliance avec les Anglais. Il a été préservé par Pétain, l'Empire. Ah bah si. Attendez, il n'a pas été préservé par Pétain. Vous pouvez tout balayer d'un revers de main. Mais non, mais vous ne pouvez pas dire qu'il a été préservé par Pétain à partir du moment où je vous dis, si on continue la guerre, il n'y a pas de Pétain. Donc, c'est le sujet. Pétain ne rentre pas en ligne de compte si on continue la guerre. Moi, je vais faire l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie, finalement, de Pétain de continuer la guerre, mais sans l'afficher, quoi, en fait. Voilà, continuer la guerre. Envoyant des généraux à créer des armements secrets, etc. Continuer la guerre, non, mais se réserver pour un avenir lointain, oui. Mais tout ça dans donc l'armée d'Afrique, c'était pour jouer au Cluedo, quoi. Mais tout ça dans un esprit confus, variant d'une journée à une autre, et qui n'a pas conduit à une politique équilibrée, une politique constante. Alors que De Gaulle, lui, se bat sans arrêt, y compris contre les Anglais et les Américains. Et contre les Français aussi. Lorsque précisément ceux-ci empiètent sur sa petite souveraineté. Il a une petite souveraineté. À côté de celle de Pétain, en puissance, en armée, en flotte, etc., il n'a presque rien. Mais n'empêche qu'il se fera davantage respecter des Anglais et des Américains que Pétain des Allemands. Et c'est là qu'on voit la différence. Parce qu'il n'a peut-être pas un pistolet sur la tempe. C'est la petite différence. Mais attendez, quand vous avez un pistolet sur la tempe... on a un pistolet sur la tempe. Et que vous avez deux solutions. Ou bien vous êtes un homme très courageux, vous attendez qu'on tire, ou bien vous partez. Et il a eu parfaitement la possibilité de partir. Il paraît que c'est la peur de l'avion qui l'a empêché de partir. Non, c'est des conneries, ça. C'est pas du bon ça. C'est des conneries. J'espère que c'est pas vrai. Eh ben, en tout cas, on va faire une première pause. La régie, elle est prête, elle peut me le dire. Si elle est prête, je pense. Voilà, donc elle est prête. On fait une petite pause et puis on revient après pour la suite du débat. Toujours avec Christian Vanest, Adrien Abosi. À vous tout de suite. Ça va, c'est pas. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, enfin libre antenne spécial débat. J'ai vu un peu les réactions. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, Monsieur Vanest, il coupe Adrien. Adrien ne peut pas assez s'exprimer. Donc ça, je
je reprends un peu l'opinion générale, un peu, de ce que j'ai lu comme réaction, on va dire, sur le chat. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais Monsieur Vanest, il coupe Adrien, il peut pas aller au bout du raisonnement. Donc on va essayer d'équilibrer les choses pour cette deuxième partie. Et justement, on s'était dit qu'il y avait plusieurs sujets qu'on n'avait pas abordés. Et alors, moi, il y a plusieurs sujets, je pense, qui sont assez capitaux. Le premier sujet, c'est la question juive, parce que ça, c'est quelque chose qu'empoisonne sans cesse le débat, qu'on jette à la figure, évidemment, à chaque fois qu'on parle du maréchal Pétain ou du régime de Vichy. C'est quand même l'argument principal qu'on nous ressort, c'est évidemment les juifs et la fameuse Ralph du Veldiv, donc qui a fait l'objet d'un film, et même plusieurs films, et des tonnes de livres, etc., qui nous expliquent cet événement tragique, pour en tout cas nous expliquer que ce régime est horrible. Alors récemment, on a quand même entendu, il y a une polémique qui était née à la télévision avec justement le livre d'Éric Zemmour, qui revient sur cette affaire et qui, lui, a plutôt tendance justement à minimiser, mais comme d'autres historiens, en disant oui, finalement il y a eu une déportation, mais elle a été, on va dire, moins pire que dans le reste de l'Europe. Est-ce que ça... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il expliquait que quelque part Pétain a sauvé des Juifs, parce qu'il aurait sauvé, effectivement, il aurait négocié avec les autorités allemandes pour, on va dire, épargner les Juifs français et livrer des ressortissants étrangers. Qu'est-ce qu'il en est de cette affaire juive? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, on va commencer par Adrien, peut-être, parce que justement... c'est pas moi qui en dis, c'est Léon Poliakov, c'est Raoul Hilberg, c'est Robert Aron. C'est-à-dire que... Des gens alors là, on va dire... Mais de toute façon, quand même, il ne l'aurait pas dit. Il faut regarder les chiffres. Mais pas Paxton. Ouais, alors Paxton. Oui, il y a les deux lectures. C'est un agent. Ça, pour moi, c'est un agent de déstabilisation de la France. Oui, c'est évident. Mais c'est un autre débat. Pour dire aussi Caro est un pétainiste, etc. Ouais, ça c'est dur à vendre quand même. Mais bon. Que vous disais-je? Oui, donc sur la question juive, il faut voir les chiffres. C'est-à-dire qu'en gros, à peu près 90% de la population juive européenne disparaît pendant la guerre. En France, 75% des juifs présents en France survivent, donc c'est-à-dire français et étrangers. Et quand on regarde de plus près ce chiffre, c'est plus de 95% des juifs français qui survivent. Plus de 95%. Donc c'est très intéressant parce qu'on revient sur la question de l'administration directe de la France par l'Allemagne. C'est-à-dire que concrètement, s'il n'y avait pas eu de gouvernement français, parce que moi j'estime que c'est un gouvernement français, qu'est-ce qui aurait empêché les Allemands de faire ce qu'ils ont fait partout ailleurs? Parce qu'en particulier en Pologne, etc. Qu'est-ce qui aurait empêché les Allemands de faire ce qu'ils ont fait partout ailleurs, y compris dans des pays latins comme la Belgique ou dans des pays germains comme la Hollande? La Hollande, il y a une déportation de la masse. Concrètement, s'il y a bien un domaine dans lequel il est évident que Pétain a limité la casse, je ne dis pas que ce n'est pas tragique que des juifs étrangers aient été livrés, bien entendu, c'est une tragédie humaine. Maintenant, il faut voir les deux versants de la chose. Je crois que c'est Kant qui disait la vérité dans le tout. C'est absolument évident que la casse a été limitée et les chiffres en attestent. Je ne rentre pas dans les modalités de comment ça a été fait, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, cherchez et vous trouverez, disait-on. Mais là, s'il y a bien une question sur laquelle il est évident que le gouvernement français a limité la casse, c'est bien celui-là. Et je précise que De Gaulle n'a donné aucune consigne globale de survie des Juifs. La résistance, moi j'ai lu beaucoup de mémoires de résistants, ils en parlent très très peu de cette question-là à l'époque. C'est subsidiaire pour eux. Donc c'est pas une question principale, parce que c'est vrai que De Gaulle, sur cet aspect-là... je renvoie à une conférence d'Alain Michel qui est sur YouTube, qui a été faite il n'y a pas longtemps là-dessus, un historien israélien très intéressant. Lorsque De Gaulle lance son appel, son deuxième, il définit exactement quelles sont les erreurs commises par le gouvernement de Pétain. Et finalement, ces erreurs sont trois. Ces erreurs consistent d'abord à ne pas respecter l'honneur de la France. Mais lorsqu'il parle de l'honneur de la France, De Gaulle ne vise pas du tout ce genre de comportement. Il vise simplement le fait qu'on trahit notre alliance avec l'Angleterre. Et ensuite, il dit, il y a également le bon sens, parce que si vous réfléchissez un peu, nous allons gagner la guerre, parce que nos alliés ont plus de moyens que nos adversaires. Et enfin, il y a l'intérêt supérieur de la patrie, c'est-à-dire que si on n'est pas du bon côté, eh bien, à la fin de la guerre, nous n'existerons plus. Effectivement, on lui a donné parfaitement raison. Mais sur le premier,
De Gaulle n'était pas du tout préoccupé par cette question raciale et même par la question des droits de l'homme. C'était pas pour lui la priorité des priorités. Pour lui, la priorité, c'était une priorité nationale. Tout son combat, c'était avant tout pour que la nation, la France, continue à exister. Évidemment, il considérait que cette nation ne pouvait pas se comporter n'importe comment, qu'elle devait être honorable. Moi, j'aurais tendance à dire, manifestement, l'un des déshonneurs profonds qui se sont installés en France et qui pèsent encore sur notre conscience collective aujourd'hui, c'est précisément cette complicité entre le gouvernement français et les Allemands pour la déportation des Juifs. Il n'y aurait pas eu de déportation sans le gouvernement français. La question a deux aspects qu'il faut bien séparer. Il y a une question, si vous voulez, qui est quantitative. Moi, je veux bien admettre que, effectivement, la collaboration française a peut-être sauvé un certain nombre de Juifs. C'est évident. Attendez, c'est tout à fait... C'est pas la collaboration. C'est tout à fait discutable. Vous savez, lorsque les Allemands ont pénétré sur l'ensemble du territoire, je pense à Nice, par exemple, où se trouvait Simone Veil avec sa... C'était les Italiens qui occupaient Nice. Oui, et les Italiens n'ont pas du tout touché. Mais les Italiens ne sont pas les Allemands. Oui, mais ça, je ne vous le fais pas dire. Et donc, c'est bien pour ça que beaucoup de Juifs s'étaient réfugiés en secteur italien. Lorsque les Allemands sont arrivés, ils ont tout raflé sans aucun problème. Autrement dit, la protection était tout à fait limitée. Mais surtout, indépendamment du caractère quantitatif, il y a le caractère moral. C'est-à-dire le fait que la France, un pays que l'on souhaite digne, respectable, honorable, c'est littéralement roulé dans la boue, là. En participant au crime le plus odieux qui jamais été commis par un État dans notre histoire, c'est-à-dire effectivement le génocide d'une population entière. On a été complices, et avec une forme qui témoigne parfaitement de l'une des grandes illusions qui avait habité... Si on a été complices, pourquoi on n'a pas livré tout le monde alors? Avec une forme qui est vraiment illustre l'une des grandes erreurs françaises, qui illustre parfaitement bien un type comme Bousquet, par exemple. Les Français voulaient à tout prix se faire valoir aux yeux des Allemands. Mais pas du tout. Mais pourquoi mais pas du tout. Mais c'est une caricature. Il y a des textes extrêmement précis. Il y a des textes extrêmement précis. Pourquoi ils ne livrent pas les Juifs français alors? Pourquoi ils ne livrent pas les Juifs français? Il y a un préfet qui écrit, voilà, nous avons montré à quel point notre administration demeurait efficace. Nous avons montré à qui? Aux Allemands. Autrement dit, les Français... C'est de la duplicité. Les Français voulaient continuer à exister. Et ils ne se sont pas rendus compte qu'ils continuaient à exister en se livrant à une chose horrible. Et mais pourquoi ne pas livrer les Français à ce moment-là? C'est ça qui c'est pas logique, c'est pas cohérent. Pire que ça, on a livré des enfants. Les Allemands n'avaient même pas demandé les enfants. Et Laval a dit, mais attendez, moi je veux me débarrasser de tout ça, hein. Non, c'est pas comme ça que c'est passé. Bien sûr que si. Vous enchaînez les caricatures. Non, c'est pas passé comme ça du tout, factuellement. Partent en famille. Le pire, c'est qu'ils ne sont pas vraiment partis en famille. C'est-à-dire qu'on a commencé par rafler les adultes, on les a rassemblés, on les a fait partir par train. Ensuite, on s'est retrouvé avec plusieurs milliers d'enfants. Mais déjà, il y a un anachronisme dans ce que vous dites. Ils ne savaient pas ce qui se passait en Pologne. Ils ne le savaient pas. Personne ne le savait à l'époque. Je m'en fous de ça. Mais ça change tout. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne fait pas, on ne rassemble pas des milliers d'enfants comme ça a été fait à Drancy, après avoir fait séjourner dans les camps qui étaient plus au sud vers la Loire. On ne les fait pas séjourner dans des conditions qui étaient apocalyptiques, qui étaient affreuses. Je dis le contraire. Les enfants chiaient sur eux, etc. Personne ne s'en occupait, c'était épouvantable. Et bien c'est le gouvernement français qui est responsable de ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On les a mis dans des trains et ils sont allés se faire gazer à Auschwitz. Alors qu'on ait pu participer à ça, vous savez, moi je dis, à côté du nombre, le fait qu'un gouvernement français ait pu se salir à ce point-là, c'est insupportable. Parce que ça pèse encore sur l'image de la France aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que le gouvernement français a sauvé des centaines de milliers de Juifs à l'époque aussi. Alors ça se discute parce que vous savez, beaucoup de gens disent aussi... Tout ce que je dis est faux, tout ce que je dis se discute, j'ai bien compris. Attendez, vous pensez que les milliers de Français qui ont abrité des Juifs, je pense notamment aux religieux, qui quelquefois d'ailleurs n'ont pas hésité à les convertir un peu rapidement et sans trop leur demander leur avis. Mais en tout cas, beaucoup d'enfants ont été sauvés, notamment par des milieux religieux, par des familles, etc. Vous pensez au merveilleux film Le vieil homme et l'enfant, qui montre très bien ça. Je connais pas. Si, c'est un film qui a été écrit par un réalisateur c'est Claude Berry qui a fait ce film, c'est son premier film, je pense. Claude Berry était juif, bien sûr, et c'est un souvenir d'enfance, en fait. En tant qu'enfant, il a été sauvé par un vieux pétiniste antisémite qui n'aimait pas les juifs en parole,
mais qui, quand il envoyait en difficulté, n'avait pas le massacré. Et ça, c'est typiquement français. Je connais pas très bien le cinéma, je connais un peu mieux l'histoire. Mais beaucoup de Français. Attendez, mais vous avez des tas d'exemples comme ça. Alors, Adrien, parce que... Déjà, il y a un anachronisme dans le raisonnement de M. Vanneste. C'est-à-dire qu'il part du principe que Laval savait qu'il y avait des camps de la mort. Or, je suis désolé... Je vous ai pas dit ça. Alors, je ne vous ai pas parlé de camp de la mort, je vous ai dit qu'on a laissé les enfants dans des conditions épouvantables. Non mais attendez, vous avez dit qu'il se... C'est un fait, mais je... Oui, mais Laval le savait pas. Non, je n'ai pas dit que Laval le savait. Non. Bon, alors, dans ce cas, on le redit une fois, il ne le savait pas, et il n'y a aucun historien qui dit le contraire. Je précise que Léon Poliakov, d'ailleurs, a réhabilité Laval. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un principe de droit pénal qui s'appelle la contrainte. C'est-à-dire que, on reprend la formule du pistolet sur la tempe, c'est-à-dire que si quelqu'un vous met un pistolet sur la tempe, et qu'il vous dit tue quelqu'un ou c'est moi qui te tue, si vous tuez cette personne, vous ne serez pas responsable pénalement parce que votre volonté a été annihilée. Vous pensez que ça les a amusés, sincèrement, de faire ça? Il n'y a aucune comparaison possible entre un individu... C'est le même principe. Vous évoquez les principes. Il n'y a aucune comparaison possible entre un individu et un gouvernement. Mais aucune comparaison possible, parce que le pistolet sur la tempe d'un gouvernement... Vous faites semblant de ne pas comprendre. Non, c'est une image. Vous faites semblant Tandis que quand vous avez un pistolet sur la tempe, c'est pas une image, c'est une réalité. Oui, mais alors, moi, il y a quelque chose... Et un gouvernement a toujours la possibilité de dire non. Ils avaient un pistolet sur la tempe. Mais moi, il y a des ministres de Pétain qui ont été portés. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas, en tout cas. En tout cas, ce que je note, attends, je suis en ligne, c'est qu'à chaque fois que j'évoque un élément factuel, il est balayé d'un revers de main. Alors, effectivement, j'ai toujours tort.